Bonjour. J'ai l'honneur de coordonner cette séance de communication. Donc, on va suivre l'ordre strict du programme. On va écouter d'abord Nathalie Jolan, qui est doctorante en littérature brésilienne au CREPAL de l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3. Elle prépare une thèse intitulée « L'Amazonie comme identité, géographie imaginaire et cartographie littéraire au Brésil du XIXe siècle, le vécu au service de l'imaginaire » sous la direction de Madame Claudia Poncioni et co-direction de Monsieur François-Michel Le Tourneau. Elle est titulaire d'un master en littérature brésilienne et d'une licence en portugais parcours communication obtenue dans la même université. Donc je pense qu'on pourrait passer tout de suite la parole à Nathalie et après, chaque fois, on va présenter un peu l'intervenant avant son intervention. D'accord? Alors, c'est un plaisir. On vous écoute. Merci beaucoup. Ravi d'être parmi vous. Et je tiens à remercier l'organisation de ces colloques. Donc, ma communication, comme vous le voyez, s'intitule « Du récit du voyage à la presse spécialisée, la vulgarisation de l'Amazonie en France au XIXe siècle ». Bon, faire une analyse de la construction d'un imaginaire français sur l'Amazonie au XIXe siècle passe par l'examen attentif des récits du voyage. Ces textes ont fourni une abondante matière qui a servi aussi bien à la science qu'à la géopolitique ou encore à la création littéraire, comme bien souligné Madame Chaves de Mello. Espace par excellence d'une reconstitution symbolique du réel, les récits du voyage en Amazonie ont perpétué des images qui oscillent entre le mythe et la réalité. Ce fut le cas des récits du voyage d'Henri Coudreau, les voici, qui ont fortement contribué à la consolidation en France à une sorte de vulgata sur la région. Son but était d'y créer en Amazonie une colonie française, la France équinoxiale. Pour ce faire, l'explorateur a entrepris plusieurs expéditions à la fin desquelles il répartait en France, multipliait les conférences dans les sociétés savantes et publiait de nombreux articles dans les annales de ces sociétés ainsi que dans la presse spécialisée. Son voyage alors s'achevait dans le journal, pour reprendre une expression de Sylvain Venner. Dans la même temporalité, l'écrivain et journaliste brésilien Santana Neri s'est également engagé à faire connaître en France une Amazonie plus réelle, éloignée de l'image fantastique du pays enchanté des Amazones, qui, selon lui, demeurait toujours associée à la région. Originaire de l'État du Pará, il est parti à l'âge de 14 ans vivre en Europe. Il est passé par le Portugal et l'Italie avant de s'installer en France, où il a travaillé dans plusieurs journaux, tels que L'Événement, L'Opinion, Le Figaro, et fut le rédacteur en chef de la Revue du Monde Latin et du périodique Le Brésil. Les deux hommes s'y sont connus et fréquentaient les mêmes cercles savants. Henri Coudreau a publié des articles dans le périodique dirigé par Santana Neri. Ce dernier a préfacé l'ouvrage de l'explorateur. Au-delà de ce fait, leurs projets de construction symbolique s'y croisent et s'y ressemblent. Donc, à travers une approche comparatiste entre leurs œuvres, cette communication se propose d'analyser dans quelle mesure les récits de voyage et la presse spécialisée ont été un vecteur de vulgarisation de l'Amazonie en France au XIXe siècle. Donc, le triomphe de l'imprimé périodique au XIXe siècle a conduit des hommes de lettres brésiliens et français qui ont œuvré pour une circulation d'idées et d'informations entre les deux pays, à s'investir davantage dans un mouvement global de vulgarisation qui passait par la presse. Dans un siècle où des changements sociaux et politiques sans précédent s'opéraient au Brésil, de la déclaration de l'indépendance en passant par l'abolition de l'esclavage pour arriver à l'avènement de la République, l'élite intellectuelle de ce pays s'est tournée vers l'autre côté de l'Atlantique pour tenter de bâtir une littérature et, par extension, une identité nationale. Dans cette quête, une partie de l'intelligentsia brésilienne, suivant la voie tracée par Ferdinand Denis, a rencontré dans l'intérieur du pays sa source d'inspiration. Donc, une littérature à caractère régionaliste
émergeait aussi dans les œuvres de José de Alencar, de Franklin Távora, de Visconde Tonnet, de José Veríssimo. Et plusieurs de ces titres, suivant la mode qui émane des journaux français, ont paru d'abord sous la forme du roman feuilleton dans les périodiques brésiliens avant leur publication sous le format livre. En même temps, les mesures entreprises par le gouvernement français, et notamment par le ministre des Affaires étrangères Jules Ferry, encourageaient une expansion coloniale basée sur le droit de civilisation. L'ouverture du fleuve Amazone à la navigation étrangère étant possible depuis peu, la découverte du caoutchouc et son exploitation à l'échelle mondiale ont mis en perspective la vallée de l'Amazone qui passa d'un lieu sauvage et éloigné des centres du pouvoir au Brésil à un centre du commerce très prometteur. L'attrait de l'Amazonie au XIXe siècle relevait à la fois du domaine géopolitique, scientifique, mais aussi littéraire. L'exotisme de ces paysages lointains invitait à une approche fictionnelle. Les romans, les aventures de Romain Jouet, d'Émilie Carré, ou encore La Jangada de Jules Verne, ont offert au public un lieu où l'Odyssée amazonienne prenait vie. Ces œuvres renfermaient des représentations de cet ailleurs qui conjuguaient des données réelles et imaginées, et qui sont à la base et qui ont fortement contribué à la formation d'un imaginaire géographique européen sur la région. Le choix du genre roman d'aventure n'était pas anodin, comme le souligne Sofiane Roca, et je la cite. Le roman d'aventure, toujours initiatique, met en œuvre cette écriture de l'éloignement, visant à croître les sentiments exotiques des lecteurs qui, pénétrant de manière progressive et non brutale au cœur de l'espace amazonien, découvrent un monde présenté comme inaccessible, étrange et sacré. Dans le contexte d'un départ vers la forêt vierge, le jeune lecteur verra ses attentes comblées. Observation des choses surprenantes, rencontre avec une altérité primitive et initiation symbolique. Ces trois aspects de la narration étant déjà amorcés par le thème du voyage. Cette définition conviendrait également au récit du voyage du XIXe siècle, à quelques détails près. Aux dimensions ci-dessus évoquées, s'y rajoutent d'autres éléments qui lui sont propres. La figure de l'explorateur témoin, celui qui, ayant pu observer et appréhender l'espace réel, serait à même de le restituer avec fidélité, et celle d'un discours empirique renchéri de données techniques, cartographiques, historiques, etc., qui faisait foi des discours scientifiques. Ce fut dans ces contextes de l'essor de voyages d'exploration et de redécouverte de l'Amazonie du XIXe siècle, esquissé ci-dessus, que l'explorateur Henri Coudreau arriva dans la région. En 1881, il devient professeur d'histoire au lycée de Cayenne et entreprit tout de suite, à ses frais, des incursions à l'intérieur de la Guyane. Ces voyages se sont traduits par un mémoire intitulé « Richesse de la Guyane française », publié en 1883. Cette publication lui a valu une médaille de bronze à l'exposition d'Amsterdam et, quelques mois plus tard, il s'est vu confier par le sous-secrétariat d'État aux colonies sa première mission officielle. Donc, par la suite, deux autres missions sous l'ordre du gouvernement français ont eu lieu avant qu'il ne commence à travailler pour le compte du gouvernement brésilien. Ces expéditions ont donné à Henri Coudreau l'occasion d'écrire des œuvres essentielles sur l'Amazonie, telles que La France équinoxiale, Le français en Amazonie, Chez nous Indiens, ainsi qu'une dizaine de brochures et des articles consacrés à ce qu'il appelait la question coloniale. Dans la même année 1881, le journaliste brésilien Santana Neri devenait le rédacteur en chef du journal Le Brésil, courrier de l'Amérique du Sud. Arrivé en France quelques années auparavant, il s'était donné pour mission de faire connaître en Europe le Brésil en général et l'Amazonie en particulier. Ainsi, en 1883, est-il à l'origine de la fondation de la Revue du Monde Latin. En 1886, il participe à la création de la Société d'études brésiliennes. Durant cette période, il multiplia ses séjours au Brésil pour rassembler le matériel nécessaire à sa propagande qu'il avait entamée depuis peu dans plusieurs journaux parisiens. Lors de l'un de ses séjours en Amazonie, en 1885, Santana Neri et Henri Coudreau se sont rencontrés. Ils se connaissaient déjà par leurs travaux, mais le temps passé à bord du même navire, un mois et demi, leur aura permis d'échanger longuement sur des problématiques franco-brésiliennes qui leur tenaient à cœur, et cette rencontre marque le début d'une relation de rivalité cordiale et de coopération. Le fait est que l'un comme l'autre, à leur façon,
Ils ont bâti des projets très similaires tout en travaillant pour leurs respectifs pays. Santana Neri s'engagea dans la construction d'un imaginaire amazonien moins merveilleux en France. Henri Coudreau dans le projet d'une colonisation civilisatrice dont il fit le récit. Pour procéder à l'analyse de ces deux visions chronologiquement proches, nous avons fait le choix de mettre en perspective certains de leurs travaux parus dans la presse. Donc, je débute cette partie par une citation. « Je viens vous entretenir d'une nouvelle colonie dont il s'agira pour la France de faire l'acquisition. » Par cette phrase, l'explorateur Henri Coudreau commença son allocution à la Société de géographie de Lille, le 22 novembre 1885. Le titre de sa conférence, « Les territoires contestés entre la France et le Brésil », laisse entrevoir de quelle nouvelle colonie il s'agit. Et l'objectif de l'explorateur est aussitôt assumé. Je le cite. « Vulgariser la notion du différent franco-brésilien afin d'arriver à obtenir une solution pacifique et favorable à la France. » La question du contesté franco-brésilien avait une place centrale dans l'œuvre d'Henri Coudreau, car c'était dans ces territoires, qui correspond actuellement à 2 tiers à peu près de l'actuel état de l'Amapá, qu'il comptait installer sa colonie française. Cette question débuta à partir d'un différend opposant la France et le Portugal concernant les frontières de leurs colonies, respectivement la Guyane française et le Brésil. Les limites avaient été définies par les traités d'Utrecht en 1713, qui établissait le fleuve Japoc comme frontière. La localisation exacte de ces fleuves a depuis été mise en cause par la France. Et une fois l'indépendance du Brésil décrétée, un bras de fer diplomatique entre les deux pays fut engagé jusqu'à la fin du conflit en 1900. Donc, dans le cadre de sa stratégie de diffusion d'une Amazonie dans la presse française, Henri Coudreau a entrepris une propagande qui faisait appel à plusieurs types d'imprimés périodiques. En première ligne, des articles publiés dans les annales des sociétés savantes. Ces imprimés à caractère scientifique jouaient un rôle de médiateur entre les savoirs géographiques issus des voyages d'exploration et une élite savante qui fréquentait ces sociétés. Dans ce sens, les publications d'Henri Coudreau parues dans les pages du bulletin de la Société de géographie de Paris et celui de la Société de géographie commerciale de Paris, pour ne citer que les plus connus, évoquaient très fréquemment les enjeux autour du contesté, comme vous pouvez voir à partir des titres. La lecture de ces articles indique que la question coloniale servait de canevas aux publications de l'explorateur. De façon systématique, il développait des aspects qui lui sont devenus chers. L'économie et les milieux amazoniens, l'acclimatation et l'installation des Européens dans la région et des idées autonomistes. Ces publications étaient la plupart du temps accompagnées par des cartes, comme celle-ci. Les journaux de voyage constituaient une autre catégorie d'imprimés dans lesquels l'explorateur se faisait présent. Dans ces périodiques, ces récits étaient publiés par épisode, à la façon d'un feuilleton, et participaient à la conquête d'un lecteur habitué au récit d'aventure. Son entrée dans l'hebdomadaire dominical Journal du Voyage, par ailleurs, s'est faite non pas en tant qu'auteur, mais en tant que personnage sous la plume de son ami Jules Gros. Le feuilleton s'intitulait Les Guyanes et l'Amazonie, Voyage du Monsieur Coudreau, il faisait état des exploits de ce dernier pendant ses premières expéditions. L'explorateur a fait la une de ce journal pendant un mois, en 1886, et les articles étaient illustrés, comme vous le voyez, par des images qui corroboraient la mise en scène d'un récit d'aventure plein d'anecdotes pittoresques. Par la suite, le propre Henri Coudreau a tâché de publier certains de ces récits dans les colonnes de l'hebdomadaire. Dans une moindre mesure, il publiait des articles dans les journaux et dans les revues spécialisées sur l'Amérique du Sud. Ces articles parus dans la Revue du Monde Latin en 1885 et 1886 reprenaient les sujets de ces conférences et publications parues dans les annales des sociétés savantes. Dans la presse générale, l'explorateur figurait aussi, mais dans des petites notes concernant ces expéditions ou dans la reproduction des extraits de ces conférences. Santana Neri, quant à lui, réalisait sa publicité amazonienne essentiellement dans les journaux et revues spécialisées sur l'Amérique du Sud et dans la presse en général. Son choix de périodique imprimé n'était pas anodin, car, d'après lui, l'éducation citoyenne a passé par la presse. Dans ce sens, sa stratégie était de rassembler au maximum d'informations sur la région amazonienne qui puissent servir à sa propagande dans les périodiques, comme le prouve l'extrait qui suit. Je le cite.
Je compte aller en Amazonie fin mai prochain. Le mal du pays me conduit là-bas, mais aussi le besoin de l'observer de près, de collecter des données positives pour recréer et compléter la grande œuvre que je suis en train de mettre au point et pour laquelle j'ai déjà publié 8 chapitres dans la revue sud-américaine. La grande œuvre dont il s'agissait est le livre Les pays des Amazones, publié en France en 1885. Santana Neri l'a fait publier en format feuilleton dans les colonnes du périodique Revue sud-américaine avant sa parution. Donc, tout au long des épisodes, l'écrivain développait les grandes lignes de sa pensée concernant la place de l'Amazonie dans le cadre des rapports entre l'Amérique du Sud et l'Europe. Dans la Revue du Monde Latin, l'écrivain a signé des articles tels que l'Amazonie, l'éveil économique de l'Amazonie ou encore la place du Pará. Deux objectifs principaux ressortaient de ces publications: attirer dans la région des investisseurs étrangers et, par la même occasion, des bras venus d'Europe. Rappelons à ce propos que les provinces et les États amazoniens, à l'image de ce qui se passait dans le reste de l'Empire brésilien, ont cité vivement l'immigration européenne. Le livre Les pays des Amazones, réalisé sous la commande de l'Assemblée législative de l'Amazone, fait partie de la propagande entreprise par les provinces amazoniennes à l'étranger. Du côté du gouvernement du Pará, l'association paraense d'immigration fut créée en 1885. Son but était, et voici son acte de fondation, son but était de faire une propagande effective de la province à l'étranger et d'accueillir des immigrants européens. Bon, une dizaine d'années plus tard, un cadre légal fut fixé. Depuis la France, Santana Neri a participé de façon très active à ces débuts d'institutionnalisation de l'immigration amazonienne. Ses échanges avec Tristan de Alencar Araripe, alors président de la province du Pará, témoignent de son engagement. Je le cite. La propagande en Europe doit être réalisée à l'aide d'une publication fréquente d'articles dans les journaux et périodiques des pays. Il serait utile de publier un guide de l'immigrant. La Revue du Monde Latin et la Société internationale d'études brésiliennes seront de puissants auxiliaires dans cette propagande dont je vais m'occuper moi-même dès maintenant. Le guide auquel Santana Neri fait référence allait finir par être publié en France sous sa direction en 1889, sous le titre de Guide de l'immigrant au Brésil. Cette même année, il a dirigé la publication de Le Brésil, ouvrage collectif qui contient plusieurs articles signés de sa plume et dans lesquels l'Amazonie avait toute sa place. Les deux ouvrages ont paru dans le cadre de la participation du Brésil à l'exposition universelle à Paris. L'écrivain faisait partie du comité franco-brésilien, aux côtés des personnalités, des hommes de lettres, de la diplomatie et de la politique brésilienne. Bon, ça j'ai passé. Comme le baron de Rio Branco, encore Eduardo Prado. Ces efforts pour que l'Amazonie puisse être représentée à l'exposition ont porté ses fruits. Le palais de l'Amazone, exposant des outils, des ustensiles, des statues produites par des Indiens, n'a été possible que grâce à son action. Ce pavillon comprenait plusieurs objets de sa collection personnelle. Ainsi, les publications d'Henri Coudreau et de Santana Neri sur l'Amazonie ont couvert de façon assez complémentaire l'ensemble de la presse française. Afin de comprendre dans quelle mesure ces publications ont servi à leur entreprise de vulgarisation et quelles images de l'Amazonie y étaient véhiculées, nous procéderons à une brève analyse comme nous l'impose le cadre présent. Donc, à propos de la bourgade de Cunani, qui se situait dans la zone contestée, écrivait Henri Coudreau dans les pages de son livre Les Français en Amazonie. Je le cite. Nous avons à Cunani de la farine de froment qui nous vient des États-Unis et des boulangers qui nous viennent du Brésil, où ils étaient esclaves. Le maïs, le riz, le manioc ne nous manquent pas non plus. La biche, le tapis, la paca, la gouti, la perdrix, la gamille, le oco, la poulado, les tortues, 1000 poissons remplaceraient les beefsteaks aux pommes. Si nous n'avions aussi notre propre bétail. Les pommes de terre de là-bas s'appellent des ignames. Ils sont supérieurs aux nôtres. Comme fruits, vous avez l'ananas, la mangue, la banane, la papaye et cent autres. Cette image d'un pays de cocagne est assez récurrente dans l'ensemble de ses publications. L'explorateur ne se contentait pas de véhiculer des données concrètes et des cartes. Pour donner l'image d'une région propice à abriter la civilisation, il faisait également appel à un imaginaire qui l'associait aux celliers du monde. La conception d'une nature domestiquée par l'homme l'a conduit à regarder l'Amazonie à travers la loupe d'une vision utilitariste qui l'a placée sous la tutelle de la race européenne. Et je le cite, la plus apte, d'après lui, à exploiter les terres tropicales. De ce fait, dans sa stratégie de vulgarisation, l'explorateur ne cessait pas de vanter les mérites de l'Amazonie,
quitte à recréer une sorte de nouvel Eldorado amazonien. Cette façon de vulgariser n'était pas du goût de Santana Neri, qui visait dans sa propagande, je le cite, éclairer et non pas séduire. Promouvoir les avantages réels d'une immigration en Amazonie, démontrer par le fait et par les chiffres les bonnes perspectives que cette entreprise pouvait offrir, tels étaient ses enjeux. Néanmoins, cela n'effaçait pas l'image d'une région à potentiel inépuisable et en attente d'une colonisation européenne qu'il partageait avec Henri Coudreau. L'écrivain croyait que la faible densité de l'Amazonie pouvait nuire à son développement et par conséquent sa marche vers la civilisation. De cette façon, la mise en perspective des richesses de la région ressortait aussi toujours dans ses publications, tant s'y écrivait-il dans la Revue du Monde Latin. Le développement extraordinaire de l'Amazonie est sans contredit l'un des plus curieux phénomènes économiques de notre temps. Aucune région du globe n'a pas présenté, peut-être dans des conditions analogues, un plus éclatant exemple qui peut accomplir le travail appliqué en sol, recelant de richesses inépuisables. Il s'agissait donc de mettre l'accent sur les potentialités amazoniennes afin d'attirer les immigrants, certes, mais aussi de balayer l'imaginaire purement exotique ou sauvage auquel la région était toujours associée. Je cite, « Le Brésilien laisse le perroquet au mastroquet », glissait-il dans une lettre enflammée adressée à un quotidien français qu'il accusait d'avoir fait une mauvaise publicité pour son pays dans un article. Dans sa construction d'une image de l'Amazonie, l'exotisme d'autrefois des perroquets, des Indiens anthropophages, etc., se dépasse aux données économiques appuyées par des chiffres alléchants qui faisaient état des exportations des provinces, notamment des produits phares comme le caoutchouc, le cacao et la noix du Brésil. Les difficultés liées à l'environnement, ces obstacles naturels, ces maladies tropicales, ces distances, etc., étaient supplantées par les possibilités que ce nouveau marché pouvait offrir. Et là, j'arrive à mes considérations finales. De cette façon, l'image de l'Amazonie comme une terre d'avenir était partagée par les deux hommes. De la vulgarisation de l'Amazonie en Europe, Henri Coudreau et Santana Neri ont fait l'œuvre de leur vie. L'explorateur voyait dans l'Amazonie le futur de la colonisation française. L'écrivain voyait dans la colonisation française le futur de l'Amazonie. Leurs publications dans les périodiques font état d'une tentative de déconstruction de certains mythes, mais paradoxalement à la propagation d'autres. L'un et l'autre forçaient le trait sur les possibilités incalculables que la région pouvait offrir sans faire état de contrepartie. Par l'action et par la presse, ils ont dressé un tableau de l'Amazonie moins merveilleux, mais qui n'a pas suffi à l'éloigner d'un certain exotisme duquel, encore de nos jours, la région peine à se dissocier. Merci. Il y aura certainement beaucoup à discuter après, mais on va peut-être écouter toutes les interventions et après on débat dans le temps qui nous restera. C'est Eden qui va nous guider par rapport au temps. Donc, maintenant, nous allons écouter Andrea Reis da Costa, qui est doctorante chez nous à l'Université fédérale Fluminense, qui travaille sous la direction de Maria-Elisabeth Chaves de Mello, que vous avez entendu ce matin. Je voudrais, Andrea, je voudrais connaître le sujet de ta thèse, parce que c'est celui que je présente là, le rôle de la femme brésilienne dans la société. Donc c'est une communication qui porte sur le même sujet exact de sa thèse. Donc le rôle de la femme dans la société esclavagiste brésilienne du 19e siècle, vu par des voyageurs français. Donc on vous écoute. Bonjour à toutes et à tous. Et je suis honorée d'être là, de participer à ces colloques. Et je remercie beaucoup à ceux qui l'ont si soigneusement organisé. Donc, je présente vraiment une petite partie, un petit aspect de ce qui est mon objet d'étude dans mon doctorat.
500? Pas. Allô? Oui? Plus, il faut se près? rapprocher. Ouais. Ouais. Donc, je présente un petit aspect de ce qui est mon objet d'étude, mon sujet dans le doctorat, qui est ce regard des voyageurs français sur les femmes brésiliennes. Et je vais essayer de parler un petit peu comme introduction de l'apport de la littérature de voyage aux études, pas seulement de littérature, mais aussi d'histoire, sociologie, anthropologie. Parler un peu de ces 3 voyageurs qui font partie de mes études et de leurs œuvres, de leurs récits. Et je fais un découpage là, je vais me centrer plutôt à ce qu'ils disent de femmes blanches. En général, quand je participe à des symposiums et tout ça, on parle beaucoup de leur regard sur la femme noire, sur l'esclavage. Et là, je fais un peu différent. Je vais porter ce regard maintenant sur les femmes blanches de couches plus privilégiées de cette société esclavagiste aujourd'hui. Donc, tout d'abord, en guise d'introduction, je vais parler de l'importance, le récit lance de la lumière sur une sphère ignorée de la société. La littérature de voyage constitue une remarquable source de données qui peuvent contribuer à lancer de la lumière sur la persistante nébulosité qui tourne autour du sujet de la condition féminine dans les diverses sociétés humaines à des différents niveaux, tels que dans l'économie, dans la politique, dans la religion et dans les arts. Penser la vie et le quotidien de femmes brésiliennes du XIXe siècle n'est pas une des tâches les plus faciles, malgré les efforts de nombreux chercheurs et érudits. Il reste toujours un long chemin à parcourir, étant donné que le rôle masculin dans les processus de constitution des sociétés, aussi bien que son enregistrement dans l'histoire et dans la littérature, a toujours été privilégié. De leur côté, les femmes ont été dépouillées de leur voix et excluées pas seulement du déroulement de l'édification de cette société, mais également de la réflexion de sa propre condition histoire. Les voyageurs français ont assez souvent exposé un panorama de la condition féminine au Brésil du XIXe siècle. Leurs témoignages présentent des situations extrêmement contrastantes qui varient selon la région visitée, la race et la position sociale de ces femmes. Ils présentent maintes fois des circonstances durement pénibles, misère, violence, réclusion, suggestion, défaut d'instruction et l'abandon à l'oisiveté. Ce récit nous révèle que leur silence et exclusion étaient de fait habituels. Dans cette société esclavagiste et majoritairement rurale, les trames de la vie publique et politique étaient tissées par des propriétaires fonciers, tandis que les femmes étaient confinées à l'espace du foyer et de l'arrière-cour. Bon, d'un autre côté, un autre aspect que je trouve important, c'est que cette littérature des voyages, elle provoque un éveil du regard sur l'altérité. Ces voyageurs, ils étaient dans une position privilégiée parce qu'ils arrivaient ici et l'altérité leur touchait d'une façon par son étrangeté. Donc, ils étaient capables de voir ceux qui étaient habitués à cette forme de société ne voyaient pas. Donc, comme étrangers, ces écrivains voyageurs révélaient bien souvent une perception plus aiguë que celle des habitants natifs en ce qui concerne les événements, les situations et les relations sociales. Pour l'étranger, l'éloignement dû aux différences culturelles et à la comparaison qu'ils faisaient entre celles-là et leur lieu d'origine les situait dans un poste privilégié d'observateur. Il y a aussi la question de la condition des sources primaires, des témoignages. Souvent, ça cause aussi un problème parce que celui qui
a vu et vécu certaines situations, il se pense comme le porteur de la vérité sur le lieu. Et ce n'est pas toujours que, comme nous a bien souligné Madame Chavez-Jumel, un écrivain comme Castelnau, il reconnaît qu'il a sa propre interprétation des faits qu'il a vécus. Ce n'est pas le cas, par exemple, des autres deux écrivains dont je vais vous parler, qui, de façon très insistante, affirmaient le statut de vérité de ce qu'ils disaient, puisqu'ils l'ont vécu. Donc, à la suite de la recrudescence des expéditions de caractère scientifique depuis le XVIIIe siècle, les raisons pour s'aventurer par des terres inconnues sont nombreuses. Colonisation, guerre, évangélisation, études, découvertes, commerce et immigration, entre autres. L'Europe était alors protagoniste d'un mouvement d'expansion et d'intégration du Nouveau Monde. L'arrivée des voyageurs et explorateurs français au Brésil pendant le XIXe siècle s'est donnée dans cet encadrement de découvertes et des perceptions du monde dans lequel le concept de civilisation a été forgé en opposition à une idée de nature sauvage, comme on a bien vu. Par ces biais, les descriptions et les remarques sur une région, ses habitants et sa position autochtone étaient toujours faites par la perspective de la comparaison avec l'Europe. Les diverses expériences racontées par les écrivains voyageurs nous révèlent cette rencontre avec l'altérité, dévisagée et interprétée à travers une conception des civilisations entremêlée à une idée de progrès de l'humanité. Cela dit, il se fait nécessaire de prendre en compte que lorsque l'on lit un voyageur, ces récits ne nous parlent pas que de ce lieu et ce peuple visité, mais surtout de celui qui les décrit, aussi bien que de la façon par laquelle ces écrivains perçoivent, absorbent et appréhendent leurs expériences sous la suggestion de ce système de pensée et de cette cosmovision qui sont les leurs. Aussi, lire le voyageur requiert également que l'on prenne en compte des multiples données qui s'avèrent d'une remarquable importance, telles que l'origine et le milieu social du voyageur, sa formation, l'environnement où il circule dans les pays visités, où et pour qui il publie son récit. L'historienne Maria Helena Machado nous fait remarquer que le récit de voyage est un texte littéraire. Et le texte littéraire est tout d'abord l'expression d'une rencontre particulière entre l'étranger et le pays visité. Je viens de démarrer mon chronomètre. Alors, on essaie de contrôler là. Ce n'est pas tous les écrivains comme Castelnau, comme je viens de le dire, qui a cette conscience, n'est-ce pas? Expili, par exemple, il dit qu'il n'est pas un de ces lecteurs qui est un prince ennuyé en voyage ou qui est à la recherche de distractions lointaines et qui n'est pas non plus un touriste millionnaire ayant au lieu de la passion des danseuses la passion du voyage, ni un naturaliste pensionné par son gouvernement pour aller à la chasse des colibris, ni surtout un écrivain intéressant à soit à complaire à la diplomatie de l'Empire, soit à aménager les impreneurs d'immigration. Donc il se croit le porteur de la vérité. Il dit que lui, il a travaillé dans le pays, il ne devait pas écrire un rapport au gouvernement, il n'était pas financé comme Castelnau, par exemple, qui est venu en mission officielle, un scientiste, un naturaliste. Et donc, il se prend par cette personne qui peut vraiment dire la vérité. Donc, vous avez déjà été présenté par Madame Chavez-Jumel à Francis de Castelnau, qui est venu donc entre 1843 et 1847, il a traversé le Brésil et il a écrit ces 6 tomes qui ont été suivis plus tard par d'autres 8 tomes sur
ses découvertes scientifiques et aussi ses observations sur les coutumes brésiliennes. Et voilà, donc le titre, nous avons déjà connu aussi, qui est assez long, l'expédition sur les parties centrales de l'Amérique du Sud, publié en France entre 1850 et 1851. Et puis nous avons un autre voyageur qui nous a déjà été présenté aussi, Charles Expilly, qui était écrivain et journaliste et qui a vécu de 18 à 24 mois à peu près à Rio, où il est venu tout d'abord, il avait l'objectif de fonder ici une école de femmes, à l'instar de celle de Saint-Cyr, de Madame de Montespan, mais il n'a pas réussi à le faire et il a fini comme un fabricant et commerçant d'allumettes, comme nous a été dit. Et il a fait plusieurs travaux sur le Brésil, mais les deux plus importantes œuvres, les deux plus importants récits étaient Le Brésil tel qu'il est, qui a été publié en France en 1862 avec un grand succès. En 2 ans, il avait déjà sa deuxième publication. Et tout de suite après, il a lancé son deuxième récit, Les femmes et les mœurs du Brésil. Il a été exécré par l'intellectualité brésilienne. J'ai mis la française, c'était une erreur, c'était l'intellectuelle brésilienne. Les Français ont bien aimé ça. Et par ses critiques au Brésil, il a été appelé l'ennemi du Brésil, un charlatan et un faux littérateur. En fait, il a fait de critiques sévères, mais si on est assez, comment je pourrais dire, consciencieux, il faut voir que tout ce qu'il a dit n'est pas du tout une vérité. Il fait son interprétation, bien sûr, et il a un modèle européen de vie, mais il y a des choses qui sont très procédentes. Le premier récit, il parle de la vie à la cour, et dans son deuxième récit, Le Maire du Brésil, il est le seul écrivain voyageur qui a dédié une œuvre spécialement à parler des femmes et de la condition féminine. C'est le seul à avoir le fait. Tous les autres mentionnaient, parmi d'autres observations sur les pays, la condition des femmes. Et finalement, je vais passer un peu rapidement, sinon je n'aurai pas le temps. Mon troisième voyageur est une voyageuse, c'est une femme, Adèle Toussaint-Sanson. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils sont venus à peu près à la même époque, n'est-ce pas, au milieu du 19e siècle, mais j'ai bien voulu prendre des différents points de vue. Donc un naturaliste, un écrivain journaliste, et Adèle Toussaint-Sanson, qui était d'une famille parisienne. Son père était professeur, acteur et auteur de pièces de théâtre à la Comédie Française. Et donc, elle a grandi dans un milieu culturel, théâtral. Et quand elle est venue au Brésil, elle avait déjà publié des livres, un livre de poèmes, une biographie, donc une femme de lettres. Et ce qui est rare, c'est que c'est une de seules femmes du 19e qui a pu publier son œuvre. Voilà, en 1883, donc quelques années après son départ. Elle a vécu une douzaine d'années au Brésil et elle était déjà rentrée depuis longtemps, depuis une vingtaine d'années, quand elle a finalement pu publier son œuvre. Quelques aspects sont souvent contemplés par les écrivains de voyage français qui vont au Brésil. Et je relevais quelques-uns, la réclusion de la femme blanche, les mœurs, on en parlait, l'éducation féminine ou la non-éducation, n'est-ce pas?
Les Noirs, métisses et indiennes, la question de l'esclavage, elle touche beaucoup tous les écrivains, les conditions de vie de Noirs en général, la nonchalance dont on a aussi parlé déjà ici, cette culture qui vient de cette théorie du climat, des puits Buffon, etc. Et les femmes blanches salariées, ça c'est plus rare que quelqu'un parle, c'est le cas de Expili, leur toilette et parure. Bon, je relevais donc quelques points dont je voulais parler. La réclusion, Castelnau, je vais commencer par cet autre-là. Castelnau, il dit « En fait remarquable à Goiás la prédominance du nombre de femmes sur celui des hommes. Les mœurs y sont excessivement faciles, ce qui explique la difficulté que l'on éprouve à pénétrer dans l'intérieur des maisons. Les habitants cachent instinctivement leurs femmes et l'on ne peut guère les voir qu'aux processions et dans l'église. Les costumes des femmes consistent en général en un grand manteau noir à pins et un mouchoir blanc qui couvre la tête et passe sous le menton, de manière à ne laisser visible que les yeux, les nez et la bouche. Donc ça leur donnait un peu l'aspect d'une religieuse, n'est-ce pas? Et ça, c'était la femme dès l'intérieur. On voit ici Expili qui a vécu donc dans la cour. Rio était un empire à l'époque, l'empire de Pedro II. Donc il vivait dans la cour, Rio de Janeiro, la capitale. Et il ne dit pas très différent, il dit à la tombée de la nuit, les dames corsettées, attifées, tirées à 4 épingles, comme pour aller au bal, daignaient se manifester au simple mortel. Celles qui ne vont ni au théâtre ni dans le monde s'accoudaient à la rampe des balcons ou au rebord de fenêtres, le palito, c'est un cure-dent, obligé à la lèvre ou derrière l'oreille, une fleur éclatante dans les cheveux, l'éventail, le mouchoir à la main. C'est là le passe-temps, l'unique distraction de ces malheureuses récluses. Elles se parent pour voir circuler les passants et un peu aussi, sans doute, pour être vues. Adèle Toussaint-Sanson ne dit pas différent. Elle dit, comme les Brésiliennes ne sortaient jamais seules dans les rues, à cette époque, on ne rencontrait dans la ville que des Françaises ou des Anglaises qui, par le seul fait de sortir seules, se voyaient exposées à beaucoup d'aventures. C'est une madame, disaient en souriant les Brésiliens, ce qui signifiait une Française et sous-entendait une petite dame, car l'exportation de nos petites dames à l'étranger n'est pas une partie les moins importantes de notre commerce. Elle-même, elle a souffert beaucoup de préjugés puisqu'elle était professeure et elle se baladait, elle devait circuler dans les rues et on la prenait donc comme une petite dame. Toussaint nous dit encore que c'est dans l'intérieur du pays, parce que là, elle parle avant de Rio de Janeiro, mais là, elle dit c'est dans l'intérieur du pays, dont les routes ne sont praticables qu'à dos de mulet et rendent les communications avec la capitale fort difficiles, qu'on peut encore étudier toutes ces coutumes d'origine portugaise ou espagnole. Aussi, quand vous arrivez dans une fazenda, une ferme, n'apercevez-vous jamais la señora, la dame, tandis qu'elle a toujours le moyen de voir l'étranger sans qu'il s'en doute. Donc là, on voit un aspect aussi intéressant parce que toujours les Français et les Anglais sont associés aux peuples civilisés et qui ont un apport à apporter à ces mondes barbares. Tandis que les Ibériques, la population portugaise et espagnole, est vue plutôt comme, pas européenne, mais plutôt un peuple rétrograde et, enfin, qui était un peu en retard en rapport à la civilisation. Et ça, on voit dans tous ces auteurs-là. Par exemple, Toussaint Sanson continue, les Brésiliennes d'aujourd'hui, élevées dans des pensions françaises ou anglaises, y ont pris peu à peu nos habitudes et notre manière de voir, de sorte que tout doucement, elles conquièrent leur liberté. Or, comme leur intelligence est très vive, je crois qu'en peu de temps, elles auront dépassé leur maître. Donc, il y a toujours cette envie civilisateur de la part des Anglais et de Français.
Aussi, Espili, il dit l'argentar terminé, les senhoras, les dames façonnées aux usages d'Europe, s'aventurent dans les rues et font voir leurs emplettes. Non, et vont faire leurs emplettes. Mais ici, nous parlons des femmes qui ont rompu sans retour avec les vieilles traditions portugaises et qui ont la prétention de marcher avec leur siècle. C'est là le petit nombre, ne l'oublions pas. Donc, je dois conclure, donc je ne peux pas avancer ici, mais c'est aussi remarquable cette prétention civilisatrice qu'on voit apporter tous ces voyageurs dans leur récit sur le Brésil. Et que c'est important pour nous aussi d'y réfléchir parce qu'il y a en fait une grande réverbération de cette façon comme les Européens nous ont vus pendant longtemps, dans nos propres façons de nous voir à nous-mêmes. Donc, c'est pour cela que je trouve que c'est important pour les Brésiliens d'y réfléchir. Okay, merci beaucoup. Vai mudar de lugar também? Vai vir para cá também? Você pode ver que eu fiz também a teste do mesmo tempo. Tá, você está fazendo... Meu doutorado, eu sou professora de O que você tem doutorado hoje? em Toulouse. Doutorado em Toulouse. Eu sou professora da Universidade de Lisboa, Professora na em- conferência. Você é mineira? Pernambucana. Então, vamos lá, se eu esqueci alguma coisa. Não que tem eu tô problema. falando. Tem sono. Não tem Tá, problema. Me ajuda. Tá. Peraí, deixa eu só antes Tá bom. colocar aqui o... Alors, pour clore cette séance si intéressante, n'est-ce pas, pleine d'imaginaire, de voyages, de vécu et de rêverie, nous allons avoir le plaisir d'écouter Madame Emanuele, c'est pas Emmanuel, c'est Emanuele parce qu'elle est brésilienne, Carvalheira de Mopu, qui est professeur à l'université de Rouen, en Normandie, maître de conférence, pardon, qui a fait son doctorat à Toulouse sur Louis Léger-Vautier, cet ingénieur français dont elle va analyser la mémoire pour nous, devant nous, ce matin. On vous écoute. Merci beaucoup. Avant de commencer, je tiens à remercier pour ce colloque, ce beau programme. Et donc, moi, je vais vous parler de Vautier, hein, qui est aussi un de ces voyageurs du 19e siècle. C'est ce qu'on peut l'appeler un voyageur, mais bon, il fait partie de ces Français qui ont vécu au Brésil au 19e siècle et qui a laissé un écrit donc, sur sa période brésilienne. Donc, peut-être vous connaissez tous déjà Vautier, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, donc Vautier, il a vécu au Pernambouc, donc à Recife. Et à Recife, il a été embauché en 1840 comme ingénieur en chef, donc pour diriger le premier grand projet urbanistique de la région après donc l'indépendance du Brésil. Aujourd'hui, il est connu comme un introducteur de rationalité technique et de ce qu'on appelle les idées utopiques, puisqu'il était un socialiste qu'on appelle pré-marxiste, donc fouriériste. Et en plus, il a vécu dans le monde des élites locales du Pernambouc. Il était proche de cette élite esclavagiste du Pernambouc. Et avec ses membres de l'élite, il s'est impliqué dans plusieurs projets, certains financés par les trafiquants d'esclaves. Il s'est mêlé aux querelles de pouvoir local. C'est important de souligner qu'en 1848, donc 2 ans après son départ, il y a une des plus importantes rébellions du nord-est du 19e siècle, qui est la Praieira. Donc il était un peu dans ce contexte de dispute de politique entre les élites. En plus de cette trajectoire brésilienne déjà très connue et déjà très travaillée depuis 1940, on travaille sur Vautier, il a aussi un itinéraire français riche, qui est beaucoup moins souligné par les chercheurs. En France, il faisait partie de ce qu'on appelle l'élite technique française. Il était polytechnicien, ingénieur des ponts et chaussées, mais
et il a beaucoup travaillé comme ingénieur en France, particulièrement pour des travaux de transport, pour des questions de transport, la navigation de la Seine, et aussi il a un rôle assez important pour la construction du métro de Paris. En parallèle à ce parcours d'ingénieur, il était aussi fourriériste, donc, et ce fourriérisme, il est devenu député. À l'époque, on appelait pas député, mais bon. En 1849, il est un 48ard. Il a été en prison, exilé, et il a fini sa carrière comme conseiller municipal de Paris. Donc, il a une trajectoire importante aussi en France. Mais moi, je ne vais pas parler de cette trajectoire ni française, ni brésilienne, ni vraiment sur le regard de Vauthier sur le Brésil, ce qui a déjà été travaillé, mais plutôt sur le regard sur Vauthier. C'est un peu différent. Ça veut dire qu'on va travailler sur la mémoire de Vauthier, parce que même s'il a ces deux parcours très riches, il est devenu une personnalité importante qu'au Pernambouc, qu'à Recife. Donc, mon objectif est de comprendre ce processus mémoriel à l'œuvre au Brésil depuis 1940, tout en le comparant à l'oubli français, pour mettre un peu en lumière les questions liées non seulement à l'identité de la mémoire locale du Pernambouc, mais également la représentation de la France au Brésil, et pourquoi pas, j'espère aussi, un peu du Brésil en France, tout en questionnant sur les jeux de mémoire, ainsi que sur les poids de mouvement d'aller-retour entre ces deux rives de l'Atlantique. Donc je vous ai mis quand même une petite photo de Vauthier à la fin de sa vie quand il était conseiller municipal à Paris, et son œuvre la plus importante, qui est le grand théâtre de Recife, le théâtre Sainte-Isabelle. Il est le constructeur du théâtre Sainte-Isabelle. Donc Vauthier, quand il était vivant, il a eu une certaine notoriété, tant à Recife, pendant toute la période qu'il a vécu au Brésil, son nom est paraît tout le temps dans les journaux locaux. Il était une personnalité de l'époque dans la scène locale, très polémique, liée à son rôle d'ingénieur, mais aussi par des questions politiques. Et en France aussi, il a connu une certaine notoriété. Son nom figurait aussi dans les journaux français, particulièrement dans des contextes spécifiques, dans la Deuxième République française en 1848. Et on peut remarquer un peu comment il était connu, parce que son nom figurait dans les plus importants encyclopédies qui étaient en vogue à l'époque. Ça se publiait beaucoup, comme Larousse et le dictionnaire Vapereau. Il figurait, j'ai retrouvé au moins 7 dictionnaires biographiques du 19e siècle qui contiennent des notices sur Vauthier. Son nom aussi apparaissait dans les livres d'histoire de la Deuxième République, etc. Et il va disparaître, ce monsieur, en 1901. Et donc, le moment de sa disparition, on va dire que c'est le moment de dernier hommage. Et tous ces hommages, ils ont lieu en France. Au Brésil, il est déjà complètement oublié. On ne sait plus qui est Vauthier. Vauthier, il est un nom associé à la construction d'un bâtiment, ce qui était très courant parce qu'il y a eu plein d'ingénieurs qui ont travaillé au Brésil à cette époque. Donc, on disait le Sainte-Isabelle de Vauthier, le marché Saint-José de Leutier, et comme ça, on ne savait pas qui étaient ces personnes. En France, pour avoir une idée, quand il meurt, donc il y aura quelques notes dans des grands journaux, mais et des hommages plus conséquents dans des journaux de sensibilité proche de la personne disparue. Le plus important peut-être le Radical, hein, quand Vauthier est décédé. 4 jours de suite, on a parlé de lui dans cette feuille, le Radical, pour vous donner une idée de sa visibilité pendant qu'il était vivant. Mais très vite après son décès, Vauthier a eu un peu le même destin en France que la majorité des hommes de sa génération. En fait, il était un 48ard dans la Troisième République française. Un 48ard, c'était une vieille barbe. Les nouvelles générations de républicains n'avaient pas très envie de rendre hommage à ces vieux monsieur. Hein. C'était à l'époque, on se moquait un peu d'eux. Donc, quand il va mourir, il n'aura pas aucun lieu de mémoire en France, ni au Brésil, en hommage de Vauthier. Ni dans sa ville natale, Bergerac, ni dans le Cher, où il a été élu député, ni à Paris, où il a beaucoup travaillé, ni à Recife, non plus. Hein. Il n'existait plus. Vauthier était mort. Et c'est seulement en 1940 que ce monsieur va renaître, à partir
de Gilberto Freire, en fait. Donc, on est dans le contexte au Brésil des années 30. Vargas, on publie beaucoup de récits de voyage. Hein, c'est l'époque où on a tous ces voyageurs, la majorité dont on a un peu parlé aujourd'hui, ils sont publiés dans les années 30. Hein, on dit 30-40 récits de voyage sont publiés à cette époque, puisque les récits de voyage, ils font partie un peu ils servent de source à ce projet identitaire du gouvernement Vargas. Et c'est dans ce contexte que le journal intime de Vauthier est découvert au début des années 30 par l'écrivain moderniste Paulo Prado, et il va offrir ce journal intime à son ami Gilberto Freire, et qui va finir par publier, il va publier en 1940 son journal intime, mais en plus, il va dédier tout un travail, toute une œuvre à Vauthier, qui va s'appeler engenheiro, l'œuvre qui s'appelle engenheiro francês no Brasil. D'accord? Et c'est à ce moment-là qu'il va naître ses intérêts par Vauthier. Ici, c'est donc la première édition du journal intime de Vauthier et la photo qui a été publiée dans ce journal intime en 1940. Donc, depuis cette publication, Vauthier est un sujet de recherche déjà largement travaillé par des historiens, des personnes qui s'intéressent à l'urbanisation, des personnes de lettres, littérature, etc. On peut même récemment, Claudia Poncioni a beaucoup travaillé sur lui, a publié son journal intime en français. C'est la première publication entièrement française dédiée à Vauthier, puisqu'avant, tout était au Brésil. Okay? Donc moi, je vais m'intéresser moi, je ne vais pas présenter le regard des universitaires, mais plutôt le dialogue entre le regard des universitaires et une mémoire du Pernambouc, comment elle s'est nourrie de ce discours universitaire pour que Vauthier devienne un personnage historique local. Donc, comment Gilberto Freire présente Vauthier dans son œuvre de 1940. Pour lui, Vauthier est un bienfaiteur de Recife, un homme intelligent, introducteur de rationalité et des progrès, qui a su respecter l'harmonie naturelle de la région. Donc il introduit du progrès, mais respecte la nature de cette ville luso-brésilienne. Donc il a su moderniser sans détruire la ville. Ça, c'est comment Freire va présenter Vauthier en 1940. Entre 1940 et 1960, ce discours il va se développer dans le Pernambouc et d'autres intellectuels locaux vont s'intéresser par Vauthier. Et seulement à partir de 1950, on va voir que ce discours construit par Freire va se reproduire ailleurs, dans une mémoire plus large du Pernambouc. Un bon exemple, ce que j'appelle ce premier moment d'effervescence mémorielle autour de Vauthier a lieu en 1950, donc quand le Sainte-Isabelle va avoir 100 ans, le centenaire du théâtre Sainte-Isabelle. Et pour fêter le centenaire de ce théâtre, il y aura plusieurs publications de la presse, etc. Pour donner un exemple, la revue Contraponto de Recife va publier un numéro spécial sur ce théâtre. Dans cette revue, Vauthier, que lui, aura droit à 5 articles que sur lui, et on va voir les premières représentations artistiques autour de Vauthier. Il est cité dans les poèmes, Cantico de Sainte-Isabelle, qu'on dit, il ne peut pas être oublié, nous devons nous en souvenir, le nom toujours cher de notre notable Vauthier. Donc on était déjà dans l'exaltation de ce personnage. Et puis, les premières représentations, un dessin qui va être publié aussi dans cette revue, Contraponto. Et là, on va assister à un vrai processus d'héroïsation du personnage. Vauthier devient un héros de Recife, de l'urbanisation, de l'introduction de la modernité. D'accord? Et il y aura... plusieurs personnes participent de cette publication, des hommes politiques, des intellectuels locaux, etc. Et aussi, bien sûr, Gilberto Freire, qui va dire, pour résumer un peu le regard de ce processus d'héroïsation, il va dire sur Vauthier, « Le mal qu'il dit de notre pays, dans une ou autre page intime de son journal, peut généreusement être oublié par le Brésilien d'aujourd'hui, non seulement en comparaison au bien que Vauthier a fait au Brésil durant ses 6 années de travail et d'études au Pernambouc, mais aussi face aux difficultés auxquelles il s'est heurté. »
Donc on voit qu'il faut aimer Vauthier. Hein. C'est Gilberto Freire qui a dit, tout le monde respecte ce qu'il a dit. Mais ce processus mémoriel ne finit pas avec la publication. On va finalement, la mairie de Recife va faire un concours et on va choisir une représentation de Vauthier qui sera dans la grande salle du théâtre Sainte-Isabelle, le grand tableau de Vauthier. Il est toujours là jusqu'à aujourd'hui. Il est là à côté de tableaux aussi du président de la province de Pernambouc à l'époque, Boavista, Barão da Boavista, qui a embauché Vauthier. Donc, c'est deux personnages. Et c'est à partir de ce moment, on peut dire que le théâtre Sainte-Isabelle devient le premier lieu de mémoire. Hein, dans la revue, on présente le théâtre comme la vieille maison Vauthier. C'est la maison de Vauthier. C'est le premier lieu de mémoire, dans le sens de Pierre Nora, le premier lieu de mémoire, de la mémoire de Vauthier à Recife. Et à cette même occasion, on va mettre un panneau devant le théâtre pour dire que c'est un projet de Vauthier. Et c'est intéressant de constater que ce tableau est une réponse à une demande de Gilberto Freire, ce qui montre le dialogue entre les pouvoirs locaux et les demandes du grand sociologue du Pernambouc. Après ces années 50, ça va continuer pendant toutes les années 50, un peu cette exaltation de la culture française. Et c'est exactement entre 1955 et 1958 que Gilberto Freire va dispenser un cours qui s'appelle Transculturação dos valores franceses no Brasil. Donc, il va montrer tout l'aspect positif de la culture française au Brésil, ce qu'ils appellent l'influence française au Brésil, de façon générale, et particulièrement dans le Nord-Est. Et finalement, en 1960, Freire publie la deuxième édition de son livre, Un engenheiro français no Brasil. Et dans cette deuxième édition, en 2 tomes, un tome, c'est le journal intime, avec les notes de Gilberto Freire, l'autre tome, c'est l'œuvre. Mais il va enrichir ce livre, avec plusieurs textes, et principalement avec une nouvelle introduction de plus d'une centaine de pages. Et cette introduction, en fait, elle n'a pas vraiment le but d'introduire l'œuvre, mais plutôt d'incorporer toute cette effervescence mémorielle à son discours. Donc on va voir qu'il ne parle plus du livre, parce qu'il a l'autre introduction, mais tout ce qu'on a été dit dans la presse, elle va apparaître dans le discours de Freire. Et une valorisation de la période française au Pernambouc est perceptible parce qu'il va utiliser des mots comme le temps des Français, pour faire une référence aussi à un ouvrage connu dans la région, que c'est les temps des Flamands, pour parler de l'occupation du Nord-Est par les Néerlandais. Et il va appeler aussi Mission Vauthier, donc pour faire une référence à la mission artistique de Rio en 1816. Donc c'est une façon de valoriser la période Vauthier en Pernambouc. Et dans cette introduction, pour montrer un peu, on peut résumer l'idée qu'ils défendent, cette comparaison de la période Vauthier, dans la phrase qui dit que Vauthier représente une constante à Recife de ce que concerne à la fois l'objectivité et la science pour faire face aux problèmes sociaux et régionaux, venant peut-être, répétons-le, de l'occupation hollandaise ou nordique dans cette partie du Brésil, et renforcée par la présence dans la capitale du Pernambouc d'une mission française qui a eu lieu d'avoir été plus qu'une simple mission artistique comme celle de Rio, a principalement été faite de scientifiques, non seulement des techniciens, mais aussi d'hommes engagés par leur formation scientifique, et Vauthier aussi par son socialisme à caractère scientifique, dans la résolution au Brésil des problèmes d'ingénierie, tenant en compte des conditions sociales régionales et la perspective sociale brésilienne. Donc, ce qu'on va assister, en fait, on voit bien la valorisation de la période Vauthier par rapport à ces 2 moments importants de l'influence européenne au Brésil. C'est qu'il va incorporer Vauthier à son projet régionaliste. En fait, il faut penser que dans les années 50, Freire publie son manifeste régionaliste de 1926 et Vauthier, c'est un personnage qui va servir dans ce projet régionaliste à montrer la modernité du Nord-Est, qui
a su introduire de la modernité, du progrès, avant Rio, par exemple, hein, surtout avant Rio. Mais il faut aussi voir dans la valorisation du Nord-Est par Gilbert Truffel une stratégie pour être reconnu en France. C'est très important de penser que c'est dans les années 50 qu'il va avoir la renommée internationale en France, que son œuvre Casagrande e Senzala va être publiée ici sur le titre de Maître et esclave, et que plusieurs intellectuels français vont souligner le rôle de Gilbert Truffel, comme Roland Barthes, Fernand Braudel, Georges Ballandier, Jean Pouillot, sont certains de ces intellectuels qui vont travailler sur Freire. Mais malgré cette œuvre bien reçue en France, son ouvrage sur ingénieur français au Brésil n'a jamais été traduit en français et ça n'a pas attiré l'intérêt des Français ni la trajectoire française. Alors, même les références offertes par le propre Roger Bastide, qui a évoqué l'importance de Vauthier dans le catalogue de l'exposition franco-brésilienne de Paris, organisée par les Archives nationales, n'intéressent pas, ni l'introduction faite par le sociologue Paul Labrousse Bastide. C'est lui qui fait l'introduction de l'œuvre de Freire. Il n'attire aucun intérêt. En fait, ce qui intéresse les Français dans le travail de Freire était principalement la question raciale et ses relations possibles avec le contexte politique français du moment, en particulier avec le problème du colonialisme. On peut dire presque que Vauthier n'était pas assez exotique pour plaire aux Français, tandis qu'au Brésil, il était très français pour plaire à l'élite du Nord-Est. Donc, si Vauthier n'utilise pas le mot « héros » dans son œuvre, dans son guide, Gilbert Truffel va utiliser enfin le mot « héros » pour Vauthier en 1968 dans le guide qu'il a écrit sur Recife. Donc, il va dire que de Maurice de Nassau, nordique avec quelque chose de prince de la Renaissance et qui a aimé Recife avec les yeux d'artiste européen, séduit par les tropiques, il est regrettable qu'il n'aille pas dans la capitale du Pernambouc une statue ou un buste, un vrai héros de Recife. Il devrait également exister un buste de Vauthier, une autre figure héroïque du passé de Recife, si on définit le héros comme un homme extraordinaire par ses vertus, par ses audaces d'action. Du français, peut-on dire qu'en bronze, il représenterait tout un groupe d'ingénieurs français et britanniques qui ont contribué au développement technique, esthétique et intellectuel de la ville. Hein? Et une fois de plus, le gouvernement de Pernambouc écoute le discours de Vauthier et dans les années 70, 1974 plus particulièrement, une statue de Vauthier installée dans la place de la République, l'une des plus importantes de la ville de Recife, en face du théâtre Sainte-Isabelle et en face du palais du gouvernement de l'État de Pernambouc. Il est important de dire aussi qu'une statue de Nassau, donc le colonisateur néerlandais, a été installée aussi dans cette place, mais beaucoup plus tard, dans les années 2000, dans un autre moment d'effervescence mémorielle autour de la période néerlandaise au Brésil. Donc après cette période, et il est intéressant aussi de constater que c'est l'administration, pendant la dictature militaire, qui a mis les statuts de Vauthier en socialiste. Ça n'a pas posé de problème à cette époque-là. En fait, on oublie ce côté de son itinéraire, on s'intéresse plus aux bienfaiteurs de Recife. Je vois que je dépasse un peu le temps. Il faut peut-être... C'est dommage. Je vais finir très vite. Donc, après cette période un peu d'oubli, après ce moment, Vauthier n'intéresse pas trop les milieux intellectuels du Brésil. Dans le discours académique de l'université, il disparaît parce que ça n'intéresse pas, pendant la dictature militaire, travailler sur un français colonisateur, etc. Mais après cette période d'oubli, Vauthier revient sur la scène locale, particulièrement pour l'année de la France au Brésil, l'organisation de l'année de la France au Brésil en 2005. La première année de la France au Brésil, les journaux de Recife, on va beaucoup parler de lui, parlent de la tentative de mettre un sujet franco-pernamboucain dans la programmation officielle, ce qui échoue complètement. La presse locale n'est pas contente. Elle dit, si ils ne veulent pas parler de notre côté français, c'est nous qui allons le faire. Et pour finir, le diable du Pernambouc, en 2005, il dit « Les événements historiques qui ont eu lieu dans les États les plus développés économiquement ont plus de répercussions dans l'histoire. Vérité encore plus frappante dans ce temps de mondialisation où aux personnages du monde périphérique nous sont réservées que quelques lignes dans un coin de page. Pleurnicher, toutefois, ne change rien.
Si elles veulent préserver leur histoire, leur communauté régionale doivent trouver les moyens de les publier. C'est ce qu'a fait maintenant le Diario di Pernambuco. Et il y aura tout un reportage spécial sur Vautier de plusieurs pages, plus d'une vingtaine d'articles. D'accord ? Pour finir, en 2009, on va organiser une nouvelle année du Brésil, une nouvelle année de la France au Brésil, et enfin Vautier rentre dans le programme officiel avec la Semaine Vautier, un colloque dédié à Vautier, organisé par Claudia Procyon avec des débats très riches. Les chercheurs ne sont pas unanimes sur le regard positif de Vautier au Brésil. Pour la première fois, on ne s'inscrit pas tous dans le regard de Freire, mais que ceux qui s'inscrivent dans la lignée de Freire, que trouvent d'espace d'expression dans les journaux locaux. Ceux qui critiquent Vautier n'ont pas le droit d'être interviewés pendant la semaine Vautier à Pernambuco. Donc, après, et j'ai oublié de vous dire aussi qu'il y a une rue Vautier en France qui a été baptisée en 1999, donc au tournant du XXe siècle. Vautier qui était complètement disparu, il y a un premier fragment de mémoire qui apparaît, et c'est grâce aux travaux de Vautier au Récif. Donc dans un vrai jeu de mémoire, hein, ça commence dans sa ville d'origine, Bergerac. Et c'est intéressant de voir, il était complètement oublié à Bergerac, il n'a jamais rien fait en Bergerac, c'est grâce à Récif qu'il est... C'était Cyrano avant lui. Donc, je finis ma communication. Donc, comme un jeu de miroir entre histoire et mémoire, entre France et Brésil, le personnage Vautier se construit. Si d'une part en France, la rue Vautier à Bergerac témoigne que le dialogue existe, mais il s'avère limité. Et ma question est, est-ce qu'il y a vraiment l'intérêt en France de valoriser Vautier? D'un autre côté, au Brésil, c'est vrai qu'il y a une vraie instrumentalisation de ce personnage. Mais je veux finir avec deux questions. La première, d'une part, peut-on considérer la mémoire de Vautier comme une sorte de mémoire obligée, dans le sens d'un devoir de mémoire d'une région souvent négligée nationalement? Là, dans ce sens-là, ce serait légitime. Mais d'un autre côté, comme un personnage qui sert à une mémoire d'élite, ce personnage ne serve pas à renforcer le pouvoir de cette élite qui perd un peu d'espace dans le niveau national, mais maintient les symboles de sa domination locale. Voilà. Merci. Excusez-moi du retard. Je suis ravie d'avoir découvert Vautier grâce à vous. Je ne sais pas si on aura une ou deux questions. Tu as une question? Non. Donc je pense que oui. Ah bon, je l'ai. Je me présente parce que je ne se connais pas encore. Sébastien Roseau, donc je parlerai de demain matin sur aussi Santa Ana Neri comme Nathalie l'a fait très bien. Du coup, donc j'avais juste un commentaire à faire sur ta présentation, Nathalie, que j'ai trouvé bien sûr très intéressante. Effectivement, au début, j'étais un peu sceptique quand tu as opposé Coudreau, qui en gros pourrait dire parfois un peu n'importe quoi sur l'Amazonie, et Santa Ana Neri qui donc voulait éclairer, non pas séduire. Et puis à la fin, en fait, tu expliques qu'en réalité, lui aussi. Donc voilà, j'étais rassuré de voir, parce qu'effectivement, il y a quand même une ambiguïté de son œuvre qui peut avoir des prétentions, on va dire scientifiques ou objectives, hein, effectivement, mais qui se double quand même d'une posture patriotique évidente. Et d'ailleurs, dans la préface qu'il signe à la France équinoxiale de Coudreau, il présente lui-même et Coudreau le français comme deux chauvins. Hein. Donc effectivement, quand on est chauvin, a priori, on n'est pas d'une objectivité absolument prodigieuse. Et du coup, oui, les deux quoi. À égalité en fait, hein, l'un et l'autre. Et ça renvoie finalement à l'ambiguïté de sa posture, hein, sur laquelle du coup je reviendrai demain. Donc j'en dis pas plus. Sinon, j'avais
remarque très ponctuelle à faire à Andrea, dont j'ai beaucoup aimé aussi la communication. Deux choses, ça m'a rappelé un autre colloque qui a eu lieu pendant l'année de la France au Brésil en 2009, auquel j'ai participé à la Fondation Casa Rui Barbosa. Et moi, je m'étais intéressé à des polémiques justement entre la France et le Brésil. Et parmi les objets et les motifs des polémiques, il y avait le statut de la femme. Et ça m'a rappelé quelque chose que tu n'as sûrement pas eu le temps de dire là, mais que moi j'avais repéré dans les textes que j'ai lus, notamment dans la Revue des Deux Mondes et dans un récit de voyage d'un certain Arsène Isabelle. Je ne sais pas si tu l'as Arsène Isabelle, je pourrais te passer les références, où en fait les attaques qu'ils font et sur lesquelles ils vont être très critiqués au Brésil, c'est des attaques sur la beauté des Brésiliennes. Il y a beaucoup de choses sur la beauté ou non des femmes, et les réactions que ça suscite au Brésil sont un aspect important aussi de cette polémique, de ces clichés qui circulent en fait entre la France et le Brésil. Bon, ce colloque, ces actes doivent enfin paraître cette année, 7 ans plus tard, donc peut-être que du coup on pourra renvoyer à ces travaux-là qui ont été développés au cours de ce colloque. Et puis j'avais une dernière chose, c'était sur... donc tu as bien dit qu'Expili n'était pas du tout... bien vu en fait par les critiques brésiliens, mais en fait on peut dire aussi la même chose de Castelnau, et tu l'as pas dit. Castelnau, et donc ça je peux te renvoyer à un article que j'ai publié récemment au Brésil. Castelnau, c'est quelqu'un qui a été un personnage très controversé à partir de la publication des tomes très nombreux de son récit de naturaliste par tous les membres de l'IHGB en particulier. Araújo Porto Alegre a écrit une pièce de théâtre que Claudio Poncioni et moi-même, sur laquelle on a travaillé, qui s'appelle A Estátua Amazônica, dans laquelle c'est une critique très féroce de Castelnau, parce qu'il avait propagé dans son œuvre l'idée que les Amazones, la civilisation des Amazones, avait bel et bien existé en Amazonie. Et donc, il a été critiqué pour cela. Donc, les raisons de cette critique sont très complexes, je ne m'y attarde pas, mais en tout cas, Castelnau n'était pas du tout quelqu'un qui, jusqu'aux années 80, jusqu'à Santana Neri, en fait, qui le réhabilite dans le pays des Amazones, était quelqu'un de très controversé et de pas du tout apprécié, en fait, entre 50 et 80, en gros. Donc, il faut avoir cela... La différence, à mon avis, c'est que peut-être Castelnau n'a pas été apprécié par de nombreuses personnes, mais il n'était pas aussi détesté qu'Expili. Expili a été détesté. En tout cas, il est à côté d'Expili que dans cette préface où on fait le distinguo entre les bons français et les mauvais français, qui est une préface assez connue de l'œuvre d'Araújo Porto Alegre, qui dit il y a les bons français, les mauvais. Clairement, Castelnau n'est pas du bon côté. Je crois que Castelnau, il est plutôt critiqué par les Français. Non, par les Brésiliens. Expili par les Brésiliens. Non. Les Français, Porto Alegre, n'est-ce pas? Porto Alegre. C'est au sud du Brésil, il y a eu une querelle à propos de quelque chose, je ne me rappelle plus. Je me rappelle que Claude m'a parlé de cet article qu'elle a écrit. Cela se passe à Rio, on est à Rio là, et il faut bien comprendre que c'est... La Casa Rui est à Rio, bien sûr, mais je dis qu'au 19e siècle, quand il y a eu une querelle, c'était au sud du pays. C'est Araújo Porto Alegre qui a critiqué Castelnau. Excusez-moi. Expili, nous parlons de la réception contemporaine de ces voyageurs. Expili, c'est au Brésil qu'il a été refusé, tandis qu'il a été très apprécié en France. Alors, excusez-moi, je ne suis pas d'accord avec vous, et d'autant moins d'accord que la critique à l'IHGB de l'œuvre de Castelnau a donné naissance à la première mission scientifique brésilienne en 1856. L'origine même de cette mission scientifique, qui s'est faite au nord du Brésil, en Amazonie notamment, c'est la critique de l'œuvre de Castelnau. Donc il ne faut pas oublier cela, je crois. Non, je ne dis pas qu'il n'a pas été critiqué, mais bon, ça va. On laisse tomber. En ce qui concerne la beauté de Brésilienne, je n'ai pas eu le temps, mes 20 minutes ne m'ont pas permis d'y arriver, mais si vous me permettez quelques lignes à propos de cela, Expili dit dans un de ses récits sachez que la femme, cette forme spiritualisée, ce corps qui a des ailes, ces diamants bruts tombés un soir de printemps des mains de Dieu, et que la civilisation a taillé à facettes, et que le christianisme a complété en lui révélant les sentiments de la pudeur, sachez que la femme ainsi définie n'existe pas au Brésil. On rencontre ici des femelles des singes, des perroquets, des chiens, des mulets, etc., etc., toutes sortes de femelles, enfin, mais jusqu'à ces jours,
on n'y a point découvert la femme. C'était dur. Oui, il est là. Ah, malheureusement, la dernière question, parce que... Non, c'est juste, juste une petite remarque pour Nathalie. Nous sommes plusieurs à évoquer Coudreau encore dans les séances qui viendront. Comme le dit Sébastien Roseau, et vous l'avez bien dit, il raconte un peu n'importe quoi. Hein. Moi, j'ai travaillé sur Coudreau à partir des archives diplomatiques de Nantes, mais aussi à partir des archives administratives de Cayenne, donc en Guyane. En 1884, un exemple, le ministre de l'Intérieur lui dit « surtout éviter l'emballement de l'enthousiasme ». Et en fait, ce Coudreau, j'arrêterai là-dessus, est très patriotique français au départ, parce que la France finance. À partir de 1894, l'État français refuse, ne veut plus entendre parler de Coudreau, et désormais il va complètement changer de point de vue. Et après, d'un point de vue scientifique, les géographes, les anthropologues, etc., il y a plein de choses sur Coudreau, sur ce qu'il a pu écrire. Je donnerai juste un avis d'un collègue géographe qui a étudié sa cartographie, etc. Il dit que d'après lui, Coudreau souffrait de psychose paranoïaque. Et en tout cas, il avait un caractère de cochon, c'est sûr, et c'était un raciste extraordinaire. Voilà. Il ne faut pas oublier ce volet-là aussi, dans ses écrits. C'est un sacré raciste. Voilà. Ah oui. Comme la plupart de ses compatriotes à l'époque, le temps des théories déterministes, etc. Oui, mais ce qu'il écrit, il est pro-indien, et enfin bon, il a écrit des choses un peu épouvantables aussi, Coudreau, dans ses écrits. Hein. D'accord, mais on trouve ces choses aussi dans d'autres récits de voyageurs. Ah, évidemment. C'est assez répandu. Oui, tout à fait, mais voilà. Alors, merci beaucoup. On va poursuivre dans l'après-midi les discussions, les mêmes noms, sous d'autres perspectives, peut-être certainement reviendront. Alors, merci beaucoup.